Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à notre première séance de notre cours d'économétrie, notre premier cours d'introduction à l'économétrie. Donc, il s'agit d'un cours d'introduction à l'économétrie. Moi, je suis Dr Lassana Touré, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Sékou. Donc, ce cours est destiné en grande partie aux étudiants de licence économie agricole au sein de l'Université de Sékou. Euh, D'entrée de jeu, nous allons commencer par le contexte de notre cours. Dans ce contexte de cours, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous sommes partis du constat que les auditeurs, notamment les étudiants en licence, ont des difficultés à comprendre et à appliquer les modèles économétriques complexes pour analyser les données agricoles. Et ce défi a créé comme des comportements souvent indésirables qui fait que les étudiants évitent d'utiliser ces modèles économétriques. En raison, pour eux, ils perçoivent que ces modèles-là sont très complexes. Et à la fin, comme euh, effet également, ils évitent carrément, ils ne vérifient même pas les hypothèses de leur modèle et n'interprètent pas correctement les résultats. Et comme on appelle, effet négatif sur le plan académique. Cela entraîne souvent des analyses incorrectes et une mauvaise compréhension des phénomènes économiques. Et aussi dans la rédaction de leur mémoire de licence, et cela peut conduire des conclusions souvent erronées et des recommandations qui sont vraiment non fiables. Et par la suite, pour leur carrière professionnelle, cela généralement limite la capacité à prendre des décisions informées qui sont souvent basées sur des analyses rigoureuses. Donc nous, dans le cadre de ce cours, ce qu'on compte faire avec les étudiants, c'est vraiment de les apprendre à construire, donc dans ce cours, à construire des modèles économétriques simples et les apprendre à vérifier les hypothèses des modèles et les interpréter correctement, ok? Et aussi les pousser à pouvoir utiliser les logiciels économétriques pour faciliter leur analyse. Et s'ils arrivent à faire ça, si on arrive à faire ça, sur le plan académique, ils peuvent avoir une meilleure compréhension des méthodes économétriques et aussi ils peuvent avoir des résultats fiables. Et pour leur mémoire, cela va les conduire à des analyses précises et des recommandations pertinentes. Et pour leur carrière professionnelle, notamment vous les étudiants, cela va améliorer votre capacité à pouvoir prendre des décisions informées qui sont généralement basées sur des décisions qui sont souvent basées sur des données qui sont rigoureuses. Mais bien avant, il y a des prérequis dans ce cours qui vont vraiment vous aider parce que c'est un cours assez technique. Et du coup, vous devez revoir vos cours de microéconomie et de macroéconomie. Nous allons beaucoup faire recours à la micro et la macroéconomie. Et vous devez aussi avoir une base solide en informatique, en statistique, en probabilité et en mathématiques, notamment l'optimisation et les calculs matriciels, pour vraiment comprendre les bases les bases les bases, notamment des bases de données. C'est réellement ça. En termes de référence, je vous conseille beaucoup le livre de Doucouré, Fodé Bakary Doucouré. Je vous conseille également le Régis Bourbonnais d'économétrie. Et je vous conseille également un livre que j'ai réalisé avec un de mes collègues, Atuman Diaye, qui, qui utilise beaucoup d'approches économétriques pour comprendre la performance industrielle des pays africains. Et là, nous avons fait beaucoup d'exemples aussi qui pourront vous aider. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un peu la définition euh, et l'utilité de l'économétrie. Et ensuite, nous allons voir ensemble la construction, les étapes de construction des modèles d'économétrie et le rôle de l'économétrie. Et enfin, je vous dirai dans cette vidéo c'est quoi un modèle. Et pour les vidéos suivantes, nous allons voir ensemble le modèle linéaire simple et le modèle linéaire général. En ce qui concerne la définition et l'utilité de l'économétrie, pour comprendre c'est quoi l'économétrie, on peut d'abord s'intéresser à l'étymologie même du mot. Donc l'économétrie s'est construite à partir du radical économie et métrie.
Et ces deux radicaux veulent dire tout simplement l'économétrie signifie comment mesurer l'économie. Comment on peut mesurer l'économie. En gros, c'est ça l'économétrie. Et sans doute, cela va nous pousser à vous donner la deuxième définition, qui veut dire tout simplement que l'économétrie est une science qui permet de vérifier non seulement la validité d'une théorie économique, comme par exemple, si je veux comprendre la relation qui lie la demande et le prix, donc la demande dépend du prix. Donc on va utiliser les mathématiques et les données statistiques pour confirmer cela. Ensuite, une autre définition qui est très intéressante aussi, l'économétrie peut être définie comme l'application des techniques statistiques et mathématiques qui visent non seulement dans un premier temps à étudier les interdépendances aussi qui peuvent exister entre les phénomènes économiques et également entre les variables économiques. Ok, donc ça c'est un peu une troisième définition. Et du coup, l'économétrie se trouve donc au carrefour de plusieurs disciplines, notamment ici, comme je l'ai dit, l'économie, les mathématiques, les statistiques et l'informatique. Donc l'économétrie se trouve autour de tout ça. Maintenant, par la suite, ce que nous allons considérer dans ce cours à votre niveau, c'est que l'économétrie est le domaine des sciences économiques qui combine plusieurs outils mathématiques et les techniques statistiques. D'abord, dans un premier temps, l'économétrie permet d'estimer les relations économiques, donc voir quelles sont les relations économiques qui existent entre elles. Ensuite, de pouvoir confronter la théorie économique avec les données statistiques. Ok? Donc ça, c'est vraiment ce que nous allons retenir. Ensuite, l'économétrie, ce que nous devons retenir également, c'est que l'économétrie permet aussi de tester des hypothèses sur le comportement des agents économiques. Donc, on a posé des hypothèses sur les agents économiques. L'économétrie permet également de tester ces hypothèses-là. Ensuite, l'économétrie nous permet également de prévoir, en gros, de faire des prévisions sur le comportement des variables économiques. Donc, voir comment une variable va se positionner dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans à venir. Donc, en gros, l'économétrie, c'est l'art de construire, d'estimer les modèles empiriques en adéquation avec la théorie économique et les caractéristiques de la réalité. Donc, prendre une théorie ou bien un modèle empirique, voir son adéquation avec tout ce qui est la théorie économique, la demande dépend du prix, l'investissement dépend du taux d'intérêt, la consommation dépend du revenu, et lier ça avec les caractéristiques de la réalité. Donc, vous savez que la relation économique, quand on parle de relation économique, très généralement, ça, c'est une simplification, c'est la simplification d'une relation qui est, d'une réalité qui est souvent très complexe à décrire dans les détails. Donc, la signification, la simplification est atteinte à l'aide d'hypothèses. Donc, généralement, pour simplifier la réalité, les économètres utilisent généralement des hypothèses. Et, et ces hypothèses, souvent, sont très importantes pour nous permettre, par exemple, d'analyser ou de comprendre les phénomènes économiques. Par exemple, on suppose qu'en économie, il y a une théorie fondamentale keynésienne qui dit que la consommation totale des ménages augmente avec leurs revenus disponibles réels. Donc, la consommation totale des ménages augmente avec leurs revenus disponibles réels, mais diminue quand le taux d'intérêt augmente. Voilà. Donc, pour faire une telle relation économique, on peut l'écrire comme ça, comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, on peut dire que notre consommation C ici est une fonction qui dépend du revenu disponible et qui dépend du taux d'intérêt R. Mais qu'est-ce qu'on va mettre comme hypothèse? Comme on sait que la, la, comme on sait que, notamment, très généralement, on sait que la consommation que vous voyez ici, YD, augmente avec le revenu disponible. Donc, on va avec la consommation, donc le revenu disponible, si le revenu disponible augmente, la consommation augmente. Donc, on va dire que la dérivée partielle de cette fonction-là par rapport à YD, ou bien la dérivée partielle de C par rapport à YD est positive, supérieure ou égale à 0. Et la dérivée partielle de F par rapport au taux d'intérêt négatif, parce qu'on a dit lorsque le taux d'intérêt augmente, la consommation diminue. Donc ici, C, c'est la consommation, YD, c'est le revenu disponible, et R, le taux d'intérêt.
Donc, en termes d'interprétation, au taux d'intérêt échangé, on voit qu'une augmentation du revenu disponible implique une augmentation de la consommation à cause de cette hypothèse. Et au revenu disponible inchangé, une augmentation du taux d'intérêt R entraîne une baisse de la consommation à cause de cette hypothèse-là. Donc ça, c'est une relation économique qui peut s'écrire comme ça, sur le plan économétrique. Maintenant, la confrontation des données avec la théorie, qui est grandement aujourd'hui facilitée par des logiciels, permet à l'économétrie de faire quoi? Dans un premier temps, de réviser les théories économiques. Dans un deuxième temps, de pouvoir orienter la recherche. Et dans un dernier temps, d'aider très généralement à ce qu'on appelle à l'élaboration et la conduite des politiques économiques. Parce que généralement, quand on fait de la recherche, la finalité, c'est de pouvoir faire des recommandations de politique économique ou bien de faire des implications de politique économique. Maintenant, nous allons rapidement passer à la notion de modèle. Donc, la notion de modèle ici, en termes de définition de base, il faut comprendre que quand on parle de modèle, c'est relatif au point de vue auquel nous nous passons. Dans le cas de l'économétrie, très généralement, quand vous attendez modèle dans le cadre de l'économétrie, nous pouvons considérer qu'un modèle est une présentation formalisée d'un phénomène sous forme d'équation dont les variables sont des grandeurs économiques. Donc les variables sont des grandeurs économiques. Donc en économétrie, surtout, un modèle, c'est une présentation. On va formaliser une présentation, mais d'un phénomène avec des équations, avec des formules x et y, mais dont les variables sont spécialement des grandeurs économiques. Et en deuxième définition que je vous propose ici du modèle, qui est aussi un autre auteur, ici on dit qu'un modèle est un ensemble d'équations, ou souvent une équation unique, mais son objectif c'est d'expliquer un phénomène par des variables que l'on va juger pertinentes. Donc on ne va pas mettre, on peut avoir un phénomène économique où il y a plusieurs variables, mais nous allons représenter ça uniquement par des variables que nous, en tant que modélisateurs, estimons que ces variables-là sont pertinentes. Ensuite, je vous donne un exemple de modèle pour que vous compreniez un peu quelle est la logique derrière. Par exemple, quand je dis que le rendement du coton dans la zone CMDT dépend de la quantité d'engrais utilisé, de la pluviométrie, de la qualité de la semence et du montant du prix d'équipement. Donc ça, c'est un peu dans mes recherches que j'ai trouvé en termes de théorie économique. Maintenant, je vais voir quelles sont les variables que je juge pertinentes pour les intégrer dans mon modèle. Donc, je vais formaliser cette hypothèse. Donc, cette hypothèse si on essaie de formaliser cette hypothèse, cela nous donne le modèle suivant. D'accord, on va dire que rendement du coton égale à une constante B0 plus B1 fois la quantité d'engrais plus B2 fois la pluviométrie plus B3 fois le montant du crédit plus la marge d'erreur. Donc, voici les variables que moi je juge pertinentes pour les intégrer dans le modèle. Ici, j'ai quantité d'engrais, j'ai pluviométrie et j'ai montant du crédit. OK, que sont les trois variables que moi je juge pertinentes et je les intègre dans mon modèle. Donc, ensuite, si on continue, on va essayer de rendre ça sous forme d'équation. Donc, on va dire ici que notre y égale à B0 plus B1 fois X1 plus B2 fois X2 plus B3 fois X3 plus epsilon. Avec quoi? Avec X1 qui est la quantité d'engrais utilisée et XD la pluviométrie et X3 le montant du crédit. Donc, ces variables-là, généralement, on les appelle des variables explicatives. Dans certains livres, vous allez entendre parler de variables indépendantes ou exogènes. Autrement dit, ce sont les variables qui sont prédéterminées. Donc, c'est en faisant notre enquête, en faisant notre base de données, nous avons déjà des informations sur ces variables. Et ici, Y, ici qu'on appelle généralement la variable dépendante ou la variable expliquée. Ici, c'est le rendement du coton. Ou encore la variable endogène. Autrement dit, c'est une variable dont les variables dépendent, n'est-ce pas, des variables exogènes. Ici, B1, B2, B3 sont généralement appelés des coefficients ou des paramètres que nous allons estimer. Et B0 ici, on appelle ça la constante
ou le terme constant. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir de B1, de B0 ici, le B0, dans beaucoup de livres, on va entendre parler du point de départ. En fait, c'est le terme constant. Ça représente justement la valeur, la valeur de la variable dépendante y lorsque toutes les autres variables indépendantes, notamment, sont égales à 0. Donc, c'est entre guillemets, c'est le point où la ligne de régression croise l'axe des ordonnées. Ça, c'est un peu le B. Mais dans d'autres cas, on peut parler aussi de moyenne ajustée, on peut parler aussi d'effet de base. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent aussi, on peut même l'appeler ce qu'on appelle les corrections de biais, si on va plus loin. Mais ici, dans le cas de ce modèle-là qui concerne un peu le rendement, ici, le terme constant va représenter le rendement du coton qui est attendu lorsque la quantité d'engrais utilisée, la pluviométrie, le montant du crédit sont tous égaux à 0. Mais tout en tenant compte du terme d'erreur ici qu'on a mis epsilon, qui va aussi capturer les autres facteurs non modélisés. Ensuite, toujours dans le modèle, le epsilon ici, qu'on appelle ici très généralement le terme d'erreur, qui représente l'ensemble des phénomènes explicatifs du modèle non pris en compte par le modélisateur. Et aussi ce terme d'erreur aussi est très documenté dans la théorie, parce que dans le terme d'erreur dans un modèle économétrique joue plusieurs rôles, notamment ce qu'on appelle la variabilité non expliquée, ce qu'on appelle généralement aussi les facteurs qui sont omis, et également les erreurs de mesure. Souvent aussi, on peut même parler de composantes aléatoires, donc, parce que le terme d'erreur peut également capturer les éléments qui sont purement aléatoires ou ce qu'on appelle des éléments stochastiques, qui affectent comme ce qu'on appelle des événements qui sont imprévisibles ou des fluctuations qui sont souvent naturelles. Donc le terme d'erreur peut capturer tous ces éléments-là. Aussi, ça permet aussi de spécifier le modèle, parce que si le modèle est incorrectement spécifié, par exemple s'il manque une variable importante, ou s'il utilise une forme fonctionnelle qui est incorrecte, donc les erreurs de spécification seront souvent reflétées dans le terme d'erreur. Mais dans le cas de ce modèle, de rendement ici, donc le terme d'erreur va représenter la différence entre le rendement réel du coton et le rendement qui est prédit, qui est basé sur la quantité d'engrais utilisé, la pluviométrie et le montant du crédit. Donc, en d'autres termes, ici, ce terme d'erreur-là, epsilon, va capturer tous les facteurs qui peuvent influencer le rendement du coton, mais qui ne sont pas inclus dans le modèle ainsi que toute autre variabilité aléatoire. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, donc nous allons maintenant passer à la construction des modèles. Donc, dans la construction des modèles, la construction d'un modèle est composée euh, par ce qu'on appelle l'équation d'abord de comportement qui est dérivée des théories économiques. Ensuite, l'ajustement technique pour tenir compte des erreurs de mesure dans les données et la spécification de la loi de probabilité décrivant de façon globale la partie non expliquée du modèle. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Donc, on a d'abord fait l'équation de comportement, on a fait l'ajustement technique et on va spécifier la loi de probabilité. Euh, Maintenant, la modélisation économétrique comporte généralement plusieurs étapes, notamment 5 grandes étapes. Et ces 5 grandes étapes euh, sont très importantes, notamment dans le premier cas, nous allons parler de la théorie de référence. Donc, il faut toujours avoir, quand vous modélisez, avoir d'abord votre théorie de référence. Je donne un exemple ici. La théorie keynésienne stipule qu'il existe un lien croissant entre la consommation et le revenu. Et pour modéliser cela, comme vous voyez, on va mettre C égale f de y avec dérivée partielle de f par rapport à y supérieur à 0. OK? D'autres théories, donc on va dire il existe un lien décroissant entre l'investissement privé et le taux d'intérêt. Donc on va dire I égale G de Y, mais le fait que c'est décroissant, on va dire que c'est inférieur à 0. Et aussi, il existe un investissement autonome, I bar, donc c'est le terme constant qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Également, le produit national brut est égal à la consommation plus l'investissement plus l'exportation moins les importations. Donc ça, c'est aussi un peu le revenu national. Donc ça, c'est la théorie de référence. Donc,
En modélisant, la première étape, c'est d'identifier la théorie de référence. La première référence, c'est d'identifier la théorie de référence. Voilà, donc on parlait de tout cela, du produit national brut égal à la consommation plus l'investissement, plus notamment, euh, les exportations moins les importations. Donc une fois qu'on a défini cela, nous passons maintenant à la forme fonctionnelle et les paramètres. Donc l'objectif ici est de vérifier l'adéquation des modèles à la réalité observée. Donc on va regarder est-ce que le modèle que nous avons proposé, est-ce que ce modèle permet de vérifier, n'est-ce pas, est très proche de la réalité qu'on a observée. Et pour cela, nous pouvons faire, par exemple, dans le cadre de ce cours, j'ai dit que nous allons beaucoup plus travailler sur ce qu'on appelle le choix d'une relation linéaire. Donc le choix d'une relation linéaire. Et pour cela, c'est le choix généralement le plus simple parce qu'il est justifié lorsque les dérivées partielles sont des constantes. Je donne un exemple ici. Si on a dégagé notre premier modèle, C égale alpha 0 plus alpha 1 y, on sait que alpha 1 est positif et 0 est compris entre alpha 1 et 1 parce que ici, comme vous savez, alpha 1 ici est la propension marginale. Alpha 0, consommation incompressible et alpha 1, c'est la propension marginale à consommer. Donc si on fait cette dérivée de C par rapport à Y, systématiquement on verra que c'est égal à alpha 1, c'est une constante. Donc ça justifie que nous avons un modèle linéaire, un choix linéaire. Mais ici aussi, on peut faire la même chose quand on dit que l'investissement dépend du taux d'intérêt. Donc ici, B0 constante positive, B1 négatif, parce qu'on a dit qu'il y a un lien de décroissance entre le taux d'intérêt et l'investissement. Alpha 1, alpha 0, alpha 1, bêta 0, bêta 1 sont des paramètres à estimer, donc comme dans l'autre modèle. Maintenant, ce qu'on peut surtout dire ici, les deux premières équations traduisent ce qu'on appelle des relations de comportement. Okay, tandis que la troisième est une identité, donc ne contient aucun paramètre à estimer. Parce qu'ici, il n'y a pas de paramètre à estimer. Donc, ça va être une identité et non ce qu'on appelle une relation de comportement. Ensuite, une fois qu'on a choisi, souvent aussi on peut avoir des choix non linéaires, mais ça ne sera pas le cas de notre travail. Mais ce qu'il faut surtout retenir, il existe aussi des relations non linéaires qui sont utilisées lorsque les dérivées partielles ne sont pas des constantes, mais dépendent des variables. Donc, ici, on voit que C égale A0, Y, A1, et si on dérive, on n'a pas une constante ici. Donc, au fur et à mesure que le revenu augmente, l'augmentation de la consommation devient plus en plus faible. Et bon, après, en économétrie aussi, il est toujours possible de linéariser une fonction qui n'est pas linéaire en utilisant ce qu'on appelle le logarithme népérien. Donc, dans les TD, nous allons tenter tout le temps de linéariser. Maintenant, à d'autres niveaux, en master, nous allons voir les modèles non linéaires. Ensuite, la troisième étape, c'est d'identifier les types de données. Donc, c'est d'identifier les types de données. Et pour identifier les types de données, les données peuvent être exprimées en série temporelle, en coupe instantanée, en panel ou en cohorte. Par exemple, si vous avez des données en série temporelle, notamment les observations sont obtenues sur le même individu à intervalle de temps. Donc là, en ce moment, vous avez des observations qui sont obtenues sur le même individu à intervalle de temps. Je donne un exemple. Vous voyez ici, les dépenses annuelles de 1990 à 2020 pour les engrais. Donc ici, nous avons les dépenses en engrais, mais qui vont changer d'année en année. Donc c'est uniquement l'année qui change, mais on a toujours les dépenses annuelles pour les engrais. Et du coup, on va parler de série temporelle. Les modèles de série temporelle, généralement, on les écrit de cette manière. Par exemple, si vous avez les variables, si vous avez les exportations du coton dans un pays donné de 1996 à 2016, donc vous voyez, on aura exportation au temps t égale à A0 plus alpha 1 QT plus epsilon t. Mais maintenant, le t qui va varier de l'année 1 à l'année 20. Donc ici, export représente les exportations de coton au temps t et QT ici va représenter la quantité de coton produite au temps t. Nous avons la même chose aussi quand on a les données en coupe instantanée. Là, les variables observées en même temps, à la même date, sur un groupe d'individus. Donc, quand on est en coupe instantanée, là, nous avons les variables sont observées, mais à la même date, sur un groupe d'individus. Donc, nous avons plusieurs individus, mais nous avons la même date. Je vous donne un exemple encore. Vous avez la consommation des engrais observée en 2020 pour les producteurs de coton. Les consommations des engrais observées en 2020 pour les producteurs de coton. Là, qu'est-ce qui est important ici?
c'est qu'on a plusieurs producteurs de coton, mais on va collecter leur consommation d'engrais uniquement en 2020. Là, on parle de coupe instantanée. Et vous avez des modèles aussi pour les coupes instantanées. Et là, en ce moment, vous voyez, on a les exportations du coton des pays de l'UEMOA en 2020. Et là, nous avons en même temps 8 pays de l'UEMOA, mais on va collecter leurs informations uniquement en 2020. Mais donc, c'est le I qui va changer, mais les autres variables vont rester. Donc, les variables représentent des phénomènes observés en même instant, au même instant, mais concernant plusieurs individus, notamment plusieurs pays. Et nous avons les données en panel. Donc là, en ce moment, les variables sont observées sur un échantillon d'individus, mais en intervalle de temps régulier. Là, l'avantage ici, c'est qu'en même temps, on a plusieurs individus et aussi on a le temps qui va changer. Donc nous avons les dépenses en soins ambulatoires observées de 1994 à 2020 d'un échantillon de ménages. Donc on a plusieurs ménages sur plusieurs années. Là en ce moment on va parler de panel. Et vous avez aussi les données en cohorte. Là en ce moment les variables sont observées sur un même groupe d'individus pendant plusieurs années. Et aussi vous avez ce qu'on appelle aussi les données en série temporelle, mais les relations entre les variables ne sont pas toujours synchronisées, ce qu'on appelle généralement les modèles à décalage temporel. Là, en ce moment, la consommation de l'année T peut être expliquée par le revenu de l'année T-1, mais non celui de l'année T. Ça, c'est généralement les décalages temporels. Parce que souvent, vous pouvez analyser un phénomène en l'année 1, N, alors que la situation, c'est-à-dire la situation de base, ce qui a causé le problème, se situe à l'année N-1. Là, en ce moment, vous êtes obligé d'utiliser des données à décalage temporel. Ensuite, la cinquième étape, c'est la validation du modèle. Donc, une fois que vous avez une forme définitive du modèle, donc ce qui va rester à faire, c'est l'étape suivante, est la validation du modèle. Et là, il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que les relations spécifiques sont-elles valides? Est-ce que les relations qui existent entre les variables que nous avons trouvées sont valides? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on peut faire une estimation avec suffisance? Et aussi, est-ce qu'on peut préciser les coefficients? OK. Ensuite, est-ce que le modèle est-il vérifié sur la totalité de la période? Donc, si on travaille sur 10 ans, est-ce que le modèle est spécifié? Est-ce que le modèle est vérifié sur la totalité de la période? Est-ce qu'aussi il y a une certaine stabilité des coefficients? En économétrie, il y a des tests, notamment on va utiliser le logiciel pour valider toutes ces hypothèses. Et aussi, est-ce que les techniques économétriques permettent d'apporter des réponses à ces questions-là? Voilà. Donc, la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir maintenant le rôle de l'économétrie. Ensuite, l'économétrie permet dans un premier temps de valider la théorie. Donc, c'est un outil qui permet, n'est-ce pas, de justifier la validité d'une théorie économique. Et le rôle est illustré par la figure suivante que je vais vous montrer. Donc, quand nous sommes en économétrie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord partir de la théorie économique. Ensuite, une fois qu'on a la théorie économique, on va formaliser la théorie. Une fois qu'on a formalisé la théorie à travers ce qu'on appelle une modélisation économétrique, à travers une estimation économétrique. Ensuite, quand on fait l'estimation, on va tester notre modèle et de la théorie. Si on teste ça, si la théorie est validée, on fait la prévision. Et si la théorie n'est pas validée, on cherche des nouvelles données et on va reformuler notre modèle. C'est un peu la stature, n'est-ce pas, de la modélisation. Donc, on passe de la théorie soit à la prévision, soit de la théorie à des nouvelles données, soit de la théorie à la reformulation du modèle. Donc, il y a ce qu'on appelle les outils d'analyse également. Donc, l'économétrie est aussi un outil d'analyse qui peut mettre en évidence les relations entre variables économiques qui n'étaient pas a priori évidentes. Souvent, même sur le plan économique, il y a des variables qui ne sont pas très en lien, mais l'économétrie permet de faire cela. L'économétrie permet aussi de déterminer ce qu'on appelle les intervalles de confiance pour les paramètres du modèle. Okay. Et l'économétrie permet aussi de tester si un paramètre est significatif ou pas. Quand c'est significatif, généralement, on peut soumettre des recommandations de politique économique. Aussi, l'économétrie permet également de stimuler l'impact, n'est-ce pas, de la variation d'une variable sur un autre, notamment la corrélation. Et l'économétrie permet surtout de faire de la prévision. Donc, sur ce, je vous remercie pour cette première vidéo.